Bienvenue, âme en quête de repos. Bonne soirée, cher auditeur. Je suis votre conteur ce soir, ici pour vous guider vers un sommeil profond et paisible. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires avant de dormir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Et si une histoire en particulier vous intrigue pour la prochaine fois, je serai ravi de la connaître. Ce soir, je vous propose 5 récits, 5 voyages dans les méandres de l'âme humaine, où la solitude, l'espoir et parfois la peur se mêlent. Installez-vous confortablement, et laissez-moi vous emmener. Je n'avais même pas prévu de retourner sur les applications de rencontres. Après ma dernière relation toxique, qui s'était évaporée de manière pathétiquement silencieuse, fantomée un week-end comme si mon existence ne méritait pas de survivre à une réinitialisation dominicale, je m'étais promis une pause. J'avais juré de ne plus swiper. Promis de me concentrer sur le travail, la salle de sport, les amis, tout sauf les hommes qui communiquaient comme s'ils payaient chaque message. Mais les promesses post-rupture sont comme les résolutions du nouvel an, elles sonnent adultes jusqu'à ce qu'un mardi ennuyeux frappe à la porte. Alors, un soir, après un long quart de nuit à la clinique et une quantité excessive de pâtes réchauffées, j'ai craqué. J'ai téléchargé Hinge, surtout parce que tout le monde disait que c'était l'appli où les gens étaient normaux. Bien sûr, comme si ça aidait vraiment à dormir. J'ai créé mon profil, 3 photos où je ne ressemblais pas à une otage, une bio médiocre sur la meilleure pizza de Cincinnati, et un sourire forcé que j'avais repris au moins 20 fois. J'ai posé mon téléphone, sans rien attendre. Pourtant, en quelques minutes, les matchs ont commencé à affluer. La plupart étaient des selfies de salles de sport, des mecs avec des poissons, des hommes dont les premières phrases étaient aussi subtiles qu'un marteau-piqueur. Mais un profil a retenu mon attention, Elor. Un prénom que je n'avais jamais entendu. Unique, mais pas prétentieux. Ses photos le montraient debout devant un café, les mains dans les poches, un sourire légèrement gêné, des cheveux bruns en désordre et des lunettes fines. Il avait l'air du genre à aimer la photographie pour de vrai, pas pour les applis de rencontre. Il a commenté une de mes réponses, l'ananas à sa place sur la pizza. Je mourrais sur cette colline. J'ai répondu, alors on commence mal, mon pote. Il a enchaîné, on devra en débattre comme des adultes, autour d'une pizza. J'ai roulé des yeux, mais j'ai souri. Ça faisait longtemps qu'un échange ne me semblait pas aussi humain. On a parlé pendant presque 2 heures. La vie, les passions, les blagues stupides, nos pires expériences professionnelles. Il était maladroit, oui, mais honnête. Et honnêtement, c'était rafraîchissant. Alors, quand il m'a proposé de se rencontrer au Barello's Tap Room le lendemain soir, j'ai dit oui. Pas nerveuse, juste curieuse. Peut-être un peu optimiste. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard, le trafic de Cincinnati avait une vendetta personnelle contre moi. Quand j'ai repéré Elor qui m'attendait dehors, les mains dans les poches de sa veste, balançant légèrement sur ses talons, une vague de soulagement m'a traversé. Il ressemblait exactement à ses photos. « Salut », ai-je dit en agitant la main maladroitement. « Salut, Janelle. Tu es superbe. »« Toi aussi », ai-je répondu. Et ce n'était pas un mensonge. On a pris une table à l'intérieur. L'endroit sentait le houblon grillé et les bretzels frits, et du rock old school murmurait dans les enceintes. Ça semblait décontracté, sûr. Pendant les 30 premières minutes, tout s'est bien passé. On a parlé de nos boulots, de mon poste d'assistante clinique, de son freelance en design graphique. Il n'était ni bruyant ni trop charmant, juste réel. Un peu réservé, un peu maladroit, mais doux. Alors, qu'est-ce qui t'a fait télécharger Hinge, a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. L'ennui, la curiosité, la pression sociale, le classique. Il a ri. Pareil. Mes amis me disent que je suis trop difficile, ce qui est méchant parce que je match littéralement avec toi, donc la blague est pour eux. J'ai levé un sourcil. C'était presque un compliment. Presque. Il a souri. On a parlé pendant 2 heures. Le temps a filé. On s'est dit bonne nuit avec une étreinte douce qui a duré une seconde de plus que prévu. Je suis rentré en me disant que peut-être, ça pourrait devenir quelque chose. Mais j'aurais dû savoir mieux. Pendant les semaines suivantes, Elor m'envoyait des messages, parfois une fois tous les 2 ou 3 jours. Parfois, il disparaissait en plein milieu d'une conversation pendant 24 heures. Pendant ce temps,
il regardait mes stories Instagram instantanément. Gros hic. Quand on parlait, l'ambiance était différente, plus froide, comme s'il était intéressé, mais seulement quand ça l'arrangeait. Un soir, mon amie Léa m'a dit, « Ma chérie, il te donne le strict minimum. Bloque-le et passe à autre chose. » Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Enfin, presque. J'ai arrêté de répondre en premier, puis j'ai arrêté de répondre tout court. Je me suis dit qu'on s'effacerait lentement de nos vies numériques, mais la vie en avait décidé autrement. 3 semaines plus tard, un mercredi soir ennuyeux, j'ai reçu une notification et Laure a commenté ta photo. On n'était plus matchés, mais il avait retrouvé mon profil et envoyé « Salut, je sais qu'on ne s'est pas parlé, mais tu veux qu'on se voit ce soir ?» J'ai fixé mon téléphone, perplexe, mais aussi ennuyé. Et les règles sont plus faibles à 21h, quand on est seul, fatigué, et qu'on a envie de compagnie. D'accord, ai-je répondu. Viens me chercher. C'était stupide. Je le sais maintenant. 30 minutes plus tard, une Toyota Corolla argentée s'est arrêtée devant mon appartement. Une bosse sur l'aile avant a attiré mon attention, comme si quelqu'un l'avait frôlée. Je suis monté. Instantanément, l'ambiance dans la voiture m'a semblé fausse. « Salut » ai-je dit. « Salut » a-t-il marmonné. Pas de sourire, pas de chaleur, juste un vide. « Ça va » ai-je demandé, décontracté. « Ouais » a-t-il répondu trop vite. Juste fatigué. Sa voix était tendue, comme s'il retenait quelque chose. J'ai envoyé un message à Léa, je suis avec Elor, mais l'ambiance est bizarre. Elle a répondu immédiatement, active ta localisation. Appelle-moi si ça devient chelou. J'aurais dû l'écouter plus tôt. J'aurais dû dire que j'avais changé d'avis. Mais le recul est toujours plus fort que l'instinct. Alors qu'Elor conduisait, le silence est devenu lourd. C'est un autre chemin, ai-je dit, décontracté. Tu es sûr que l'endroit n'est pas fermé? Non, c'est ouvert, a-t-il marmonné. Il ne m'a pas regardé. Pas une fois. Ses mains serraient le volant trop fort. Chaque feu rouge se reflétait dans ses lunettes, donnant à ses yeux un air vide. Mon estomac s'est noué, mes paumes ont transpiré. J'ai essayé de détendre l'atmosphère. Alors, comment ça va? Pas de réponse. Il a continué à conduire. Enfin, à un feu rouge, il s'est légèrement tourné vers moi et a chuchoté, « Tu n'aurais pas dû m'ignorer. » Mon cœur s'est serré. Et lors, on se connaissait à peine. « Ouais » a-t-il dit. Mais moi, je te connaissais. Quand on s'est garé devant un bar miteux, j'ai simulé un appel téléphonique. « Salut, maman. »« Quoi? Maintenant? »« Ouais, je rentre. » Et Laure m'a fixé, l'expression vide. « Vraiment » a-t-il demandé. « Ouais. » J'ai menti. Quelque chose est arrivé. Je suis sorti. Il n'a pas bougé, n'a pas posé de questions, il m'a juste regardé. Je suis monté dans un bus et j'ai désinstallé avant même qu'il ne démarre. J'ai bloqué son numéro, son Instagram, tout. Je me sentais bête, mais soulagé. Jusqu'à ce que les sightings commencent. 3 jours plus tard, en sortant du travail, j'ai repéré une Corolla argentée garée de l'autre côté de la rue. Même bosse, même plaque d'immatriculation que je me souvenais vaguement. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Cincinnati n'était pas une petite ville. Les Corolla étaient partout. Mais elle est réapparue. Près de mon appartement. Près de mon café préféré. Garée 2 places derrière moi au supermarché. Jamais Elor, juste la voiture. Toujours la voiture. Ma poitrine s'est serrée pendant des jours. Le sommeil est devenu difficile. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir devant mon appartement, je sursautais. Léa m'a dit, « Ma chérie, appelle la police. » Mais je ne voulais pas avoir l'air dramatique. Je ne voulais pas sembler parano. Je sais maintenant que la pire chose qu'une femme puisse faire, c'est de minimiser sa peur. Un jeudi soir, vers 23h30, j'étais resté tard à la clinique et j'ai pris mon chemin habituel pour rentrer. Des rues résidentielles calmes, où les lumières des Porsche scintillaient et où seul le bruit lointain de l'autoroute bourdonnait. Ma respiration formait de la buée dans le froid. Mes clés tintaient dans ma main. À mi-chemin, un frisson m'a traversé. Pas à cause du temps, pas à cause de mon imagination, mais à cause de l'instinct. Brutal.
primitif. J'ai regardé de l'autre côté de la rue. Elle était là. La Corolla Delore, garée sous un réverbère cassé. À l'ombre. Moteur éteint. Mes pas se sont accélérés. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai chuchoté, pas ce soir. S'il te plaît, mon Dieu, pas ce soir. Puis je l'ai senti. Une main. Un bras. Un souffle contre mon oreille. Salut, Janelle. Tout en moi s'est effondré. Elor, arrête, ai-je hurlé, me débattant alors que son bras m'enlaçait par la taille. Pourquoi tu m'as fui, a-t-il grogné, essayant de me tirer en arrière. Non, non, lâche-moi. J'ai tordu, donné des coups de pied, griffé, tout pour me libérer, mais il était plus fort. Sa prise m'a immédiatement meurtri le bras. J'ai hurlé à nouveau, plus fort, plus rauque. À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi. Ma voix s'est brisée, mais je n'ai pas arrêté. Des lumières de Porsche se sont allumées. Une porte a claqué. 2 personnes sont sorties. Et, lâche-la, a crié quelqu'un. Elor s'est figé, son souffle s'est bloqué, puis il s'est enfui. Juste disparu dans la nuit. Mes jambes ont fléchi et je me suis effondré sur le trottoir, tremblant de manière incontrôlable. Une femme s'est agenouillée à côté de moi. Ma chérie, ça va? Je n'ai pu que chuchoter, appeler la police. La police est arrivée plus vite que je ne l'aurais cru. Je leur ai tout raconté, les apparitions de la voiture, le comportement étrange, l'agression. Connaissez-vous son nom complet? A demandé un officier. Oui. Elor. J'ai ses photos de profil enregistrées. Et une plaque d'immatriculation? J'ai chuchoté les numéros. Je m'en souvenais. Ils ont confirmé la correspondance instantanément. Le lendemain matin, j'avais une ordonnance restrictive. Le lendemain soir, il était en garde à vue. Mais la peur, cette partie-là ne disparaît pas du jour au lendemain. Pendant des semaines, j'ai vérifié chaque verrou 2 fois. J'ai arrêté de rentrer seul à pied. J'ai installé des caméras. J'ai dormi avec une lumière allumée. Et la culpabilité me rongeait. Pourquoi je ne m'étais pas écouté plus tôt? Pourquoi j'étais monté dans cette voiture ce soir-là? Pourquoi j'avais ignoré les signaux d'alerte? Parce que les femmes essaient toujours d'être polies. On pense toujours qu'on exagère. Et parfois, ça nous coûte presque la vie. Des mois ont passé. La thérapie a aidé, les amis ont aidé. La vie est lentement revenue à une sorte de normal. Mais même aujourd'hui, parfois, tard le soir, quand la rue est silencieuse et qu'une voiture inconnue ralentit près de mon immeuble, ma respiration s'arrête. Parce que le danger ne s'annonce jamais. Parfois, il arrive avec un sourire timide, une voix douce, et un profil de rencontre qui semble parfaitement normal. Et parfois, il conduit une Toyota Corolla argentée avec une bosse sur l'aile. Je n'aurais jamais imaginé que la solitude puisse peser physiquement, comme un poids sur la poitrine chaque matin avant même d'ouvrir les yeux. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti après mon divorce. J'avais 32 ans, je travaillais à temps partiel dans un dîner de nuit à Hillsford, une petite ville de l'État de Washington, où la pluie semblait permanente et où les nuits étaient plus froides que dans mes souvenirs. Je partageais autrefois un townhouse avec mon ex-mari, Cole. Des heures chaudes, confortables. Après le divorce, j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre au-dessus d'un magasin de friperie. Le genre d'endroit où les lumières de l'escalier clignotent et où les radiateurs cognent au milieu de la nuit comme si quelqu'un frappait de l'intérieur. L'argent était serré. Très serré. Certains soirs, je comptais les billets et les pièces pour voir si je pouvais me permettre des courses. Pourtant, la solitude frappait plus fort que les factures. C'est pour ça que j'ai retéléchargé Tinder. Pas parce que je voulais l'amour. Pas parce que j'étais prête pour quelque chose de sérieux. Juste pour une conversation, une connexion, quelqu'un pour me dire que j'étais visible. Je me souviens de ce mardi pluvieux si clairement. Je portais un vieux sweatshirt, mes cheveux en chignon négligé, l'odeur de café brûlé flottant dans l'appartement. La bruine tapait contre la fenêtre comme des doigts impatients. Je sweepais distraitement, gauche, 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 à peine en lisant les profils. Puis il est apparu. Un gars nommé Rowan. Son profil n'était pas comme les autres, selfies dans la voiture ou pose de gym bro. Ses photos semblaient chères, prises avec un appareil haut de gamme, éclairage net,
tenue stylée. L'une le montrait près d'une falaise surplombant l'océan Pacifique. Une autre le montrait à Portland, dans une galerie d'art moderne. Une autre, bizarrement, le montrait sortant de ce qui semblait être un terminal privé d'aéroport. Une partie de moi a roulé des yeux. Une autre a chuchoté, il est différent. J'ai sweepé à droite. Moins d'une minute plus tard, c'est un match. Il a envoyé un message en premier. Hey, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi swipe à droite sur moi. J'ai froncé les sourcils. Quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi? Et qu'est-ce que je suis, au juste? Toi? Quelqu'un de réel. Pas en plastique. Pas quelqu'un qui en fait trop. C'est rare. J'ai souri. Un vrai sourire. Après des semaines, on a parlé pendant des heures. Il était charmant. Juste ce qu'il fallait de flirt, un peu mystérieux, et étrangement ouvert. Il a dit qu'il travaillait dans la logistique de luxe d'occasion, peu importe ce que ça voulait dire. Il a dit qu'il voyageait pour le travail, ce qui expliquait les photos chics. Le lendemain soir, il m'a demandé de me rencontrer. Normalement, je ne dis jamais oui si vite, mais quelque chose chez lui, peut-être la solitude en moi, m'a fait dire oui. Il m'a invité dans un endroit appelé Red Harbor, un restaurant en bord de mer que j'avais toujours vu de loin en me disant que je ne pourrais jamais me l'offrir. Je lui ai envoyé un message avant de partir, « Hey, cet endroit a l'air cher. Tu es sûr, Rowan? Détends-toi. C'est moi qui régale. Sois là à 19h. » Je suis arrivé en avance, nerveuse, serrant mon vieux manteau alors que le vent soufflait de l'eau. Le restaurant brillait comme dans un film, lumière douce, jazz, des gens habillés comme si leur compte en banque fonctionnait vraiment. Puis il est entré. Grand, cheveux foncés, barbe soignée, manteau bleu marine impeccable, yeux de la couleur du verre de minuit. Il avait l'air poli, comme s'il n'avait pas sa place dans ma vie désordonnée. Il a souri en me voyant. « Waouh » a-t-il dit doucement. « Tu es encore plus belle en vrai. » Personne ne m'avait dit quelque chose comme ça depuis des mois. On a parlé pendant 2 heures. Il m'a demandé mon travail, mon divorce, mes rêves. Il écoutait d'une manière que la plupart des gens ne font pas vraiment. Mais il y avait des choses étranges aussi. Il évitait les questions sur sa famille. Il ne laissait pas le serveur emporter sa carte de crédit hors de sa vue. Et il jetait des coups d'œil vers les fenêtres, comme s'il vérifiait si quelqu'un le regardait. Quand l'addition est arrivée, j'ai paniqué intérieurement. Il n'a même pas regardé le montant. Juste glissé une carte noire à l'intérieur et rendu le porte-carte. « Ne t'inquiète pas » a-t-il dit. « C'est moi qui t'ai invité. C'est pour moi. » Après le rendez-vous, il m'a raccompagné à mon arrêt de bus. « Laisse-moi te raccompagner en voiture » a-t-il proposé. « Non, ça va » ai-je dit rapidement. Il m'a souri chaleureusement, presque trop chaleureusement. « La prochaine fois » a-t-il dit. On s'est revus le week-end suivant. Cette fois, il m'a emmené au port de Plaisance, où il avait réservé une croisière privée au coucher du soleil. J'ai regardé le petit yacht avec incrédulité. Rowan, c'est trop. On ne s'est vu que 2 fois. Il a haussé les épaules. Ne t'inquiète pas pour le coup. La croisière était belle, irréelle, comme si je sortais de ma vie déprimante pendant quelques heures. Mais entre les moments de beauté, des détails me semblaient bizarres. Il posait des questions étranges. Combien tu gagnes au dîner? Tu vis seul? Tes parents sont-ils proches? Tu reçois beaucoup de colis? Tu fermes tes fenêtres la nuit? J'en ai ri certaines, mais il n'a pas ri avec moi. Il attendait des réponses. Pourquoi ça a de l'importance, ai-je finalement demandé. Il a affiché un sourire. Juste curieux. Il faut connaître la fille à qui je fais vivre des couchers de soleil. Mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Lors de notre 4e rendez-vous, il a dit « Je planifie un voyage à Bise le mois prochain. Viens avec moi. » J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Rowan, on se connaît à peine. C'est comme ça qu'on apprend à connaître quelqu'un. Allez, ce sera amusant. Je m'occupe de tout. Quelque chose dans son ton a noué mon estomac. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Sa mâchoire a tressailli une fois. Puis il a souri à nouveau. Bien sûr, réfléchis. 2 jours plus tard, je lui ai envoyé un message, « Écoute, j'apprécie tout,
mais le voyage, c'est trop. Je ne suis pas prête pour quelque chose d'aussi gros. Pas de réponse. Puis mon téléphone a sonné. Ce que j'ai entendu n'était pas le Rowan que je connaissais. C'était une explosion de rage. Espèce d'ingrate. La venin dans sa voix a glacé mon sang. Rowan, calme-toi. Calme-toi. Après tout ce que j'ai dépensé pour toi, après tout ce que j'ai investi. Écoute, je ne t'ai rien demandé. Il m'a coupé. Tu me dois. Tu m'entends? Tu me dois chaque dollar. Ma poitrine s'est serrée. C'est fini. Je te bloque. Essaie, a-t-il crachoté. Essaie et vois ce qui arrive. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Je l'ai bloqué partout. Ou du moins, je le croyais. Le lendemain matin, 27 appels manqués, 54 messages. Rowan, réponds au téléphone. Rowan, tu crois que tu peux m'humilier? Rowan, tu es pathétique. Rowan, réponds maintenant. Rowan, tu crois que tu es en sécurité? Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas quitté mon appartement. Le troisième jour, j'ai craqué. Je l'ai appelé. Il a répondu instantanément, comme s'il tenait le téléphone. Avant que je puisse parler, il hurlait déjà. Tu dois me rembourser chaque dollar. Tu crois que je suis une banque? Que je suis un sugar daddy? Rembourse-moi ou tu le regretteras. Je n'ai pas d'argent, Rowan. Il a ri. Un son froid et creux. Alors peut-être que je prendrai autre chose. J'ai raccroché immédiatement. Ce soir-là, au travail, je ne pouvais pas me concentrer. Chaque fois que la porte du dîner s'ouvrait, mon cœur bondissait. Était-ce lui? Venait-il pour moi? Mon service s'est terminé à 1h. Vent froid, rue silencieuse. Je marchais de l'arrêt de bus à mon appartement, mes clés serrées dans ma main. Dès que j'ai tourné le coin, j'ai figé. La porte de mon appartement était entr'ouverte. Juste assez. Ma tension artérielle a chuté si vite que j'ai eu des vertiges. Non, s'il te plaît non. J'ai franchi le seuil. L'air était mauvais. Froid. Lourd. Violet. Les tiroirs ouverts. Le placard vidé. Mon sac à dos déchiré sur le sol. Quelqu'un était passé. Quelqu'un avait pris son temps. Je me suis approché lentement de la chambre. Sur le lit, un morceau de papier, une écriture nette, tu es la prochaine. Mes mains sont devenues engourdies. Un son est sorti de ma gorge, à mi-chemin entre un sanglot et une crise de panique. J'ai couru. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à l'appartement de mon amie Leia. Elle a ouvert la porte et a hurlé en voyant mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas respirer assez pour répondre. La police est arrivée 1 heure plus tard. Ils ont trouvé des empreintes. Une trace de pas sur mon balcon. Une petite étiquette de suivi sous ma table de cuisine, comme celle que les gens utilisent pour leurs bagages. Un officier a demandé doucement, « Connaissez-vous quelqu'un qui voudrait vous faire du mal ?» Ma voix tremblait. Rowan. Ils l'ont arrêté le lendemain soir. Quand ils l'ont interrogé, tout est sorti. Il n'était pas riche. Les photos chics, les lieux empruntés, les dîners payés avec des cartes de crédit volées ou à découvert, le yacht loué sous un faux nom. Il avait un modus operandi, bombarder d'amour les femmes, les submerger, puis exiger qu'elles le remboursent. Il l'avait déjà fait avant. Mais avec moi, il avait escaladé. Il a admis avoir forcé l'entrée chez moi, parce qu'elle avait besoin d'un réveil. C'est comme ça qu'il l'a formulé. Elle avait besoin d'un réveil. Pendant des semaines, je n'ai pas pu dormir. Chaque coup à la porte faisait battre mon cœur. Chaque bourdonnement de mon téléphone me nouait l'estomac. Je détestais qu'il ait pénétré mon esprit. Une nuit, en parlant à Leia sur son canapé, j'ai chuchoté, « Tu crois que j'aurais pu mourir ?» Elle m'a regardé, les yeux emplis de peur. « Je pense que tu en as été très proche. » J'ai déménagé de cet appartement, trouvé un meilleur travail, commencé une thérapie, et je suis resté loin des applis de rencontres pendant très longtemps. Parfois, je repense à la façon dont Rowan semblait si charmant, si doux, si attentionné. Je pense au moment où j'ai ignoré mon instinct.
Mon grand-père disait toujours, si ça semble trop parfait, c'est probablement un piège. À l'époque, j'en riais. Maintenant, ça me semble être la vérité de ma vie. Je n'avais jamais prévu d'utiliser les applis de rencontre plus de quelques semaines. Honnêtement, je ne les avais téléchargées que parce que mon cousin ne cessait de me harceler. Mec, t'as 26 ans. Faut que tu rencontres des gens. Il avait ri en me donnant un coup d'épaule. Tu peux pas continuer à te cacher derrière le boulot et la salle de sport dans ton vieux appartement. Il n'avait pas tort. Ma vie à l'époque était routinière. Je me levais tôt, faisais mes quarts à l'imprimerie de North Hills, dînais dans un petit resto de tacos en face, et m'écroulais chaque soir. Toujours la même chose. Le genre de vie où tu oublies que les jours passent. 1 an avant que tout ça n'arrive, j'étais sorti d'une longue relation. Ce n'était pas chaotique, juste émotionnellement épuisant. Elle était partie en disant qu'on voulait des futurs différents. J'avais fait semblant d'être d'accord, mais à l'intérieur, ça avait délogé quelque chose en moi, quelque chose de silencieux mais de tranchant. Alors quand j'ai téléchargé les applis de rencontre, je me suis dit que c'était juste pour m'amuser, pour voir ce qui existait. Mais cette histoire, celle-ci, m'a fait supprimer toutes les applis pendant des mois. Son nom n'était pas Cathy, comme dans l'ancienne version de l'histoire. Son nom était Lena Arrow. Son profil était simple. 3 photos, rien de trop mis en scène. Une dans un champ de citrouilles, une dans un magasin de disques, et un selfie où elle avait l'air de s'être réveillée. Cheveux en désordre, yeux doux. Pas de filtre, pas d'angle bizarre. Sa bio disait, fan des promenades tardives, des appareils photo rétro et du café qui a le goût de pain grillé brûlé. Si t'es pas un weirdo, dis bonjour. Ça semblait réel, comme quelqu'un avec qui je pourrais vraiment parler. J'ai sweepé à droite, sans rien attendre, mais, c'est un match. Je me souviens d'avoir souri comme un idiot à mon téléphone. Elle a envoyé le premier message. Hey, Ryan. T'as l'air familier. Tu traînes dans Midtown? Ouais. Le resto de tacos sur Maple? J'y vis pratiquement. OMG. Pareil. Le horchata a le goût du paradis. On a tout de suite accroché. La conversation coulait comme si on se connaissait déjà. On a parlé musique, souvenirs d'enfance stupides, pire rendez-vous, meilleurs souvenirs, tout. Mais il y avait une chose qu'elle ne faisait jamais, elle ne me donnait jamais son numéro. Chaque fois que j'insinuais gentiment, elle esquivait. T'es pas fan des textos, ai-je finalement demandé. Nan, juste pour être sûr que t'es légi. Certains mecs deviennent bizarres quand ils ont ton numéro. T'as l'air cool, par contre. Juste équitable. J'ai respecté ça. Après 4 jours de messages non-stop, j'ai demandé, on se voit. Elle a répondu presque instantanément. Ouais, faisons jeudi, 20h. J'ai senti une excitation, des papillons, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. On a convenu de se retrouver dans un petit endroit appelé Elliott Estate Room, juste à côté de West Cedar Avenue. Un endroit où j'étais déjà allé. Ambiance chill, éclairage chaud, musique old school, rien de fancy. Mais 1 heure avant le rendez-vous, elle m'a envoyé un message. Hey, Elliott est fermé ce soir. Un truc avec une fuite de tuyaux, mais il y a un endroit appelé Drowes Social Club à quelques rues. T'aimeras. J'ai vérifié Google Maps. L'endroit existait. Un peu miteux, mais bon. Puis elle a ajouté, Y a un raccourci si tu marches. Traverse Grand Park, ça te fait gagner 10 minutes. Quelque chose dans ça a fait se raidir ma nuque. Grand Park n'était pas dangereux à proprement parler, mais après la tombée de la nuit, ce n'était pas un endroit où j'irais seul à moins d'y être obligé. Pas de lumière, beaucoup d'arbres, un long chemin sinueux. Les locaux disaient toujours, Grand Park après le coucher du soleil? Non, mec. C'est un non catégorique. Mais je ne voulais pas sembler parano. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Alors j'ai dit, cool. J'arrive. J'ai quitté mon appartement tôt, nerveux comme un lycéen à son premier rendez-vous. L'air était froid mais vif. Les réverbères bourdonnaient au-dessus de moi et les trottoirs brillaient sous leur lumière ambrée lavée. Je lui ai envoyé un message quand je me suis approché. Hey, je remonte Maple maintenant. Cool. Je suis déjà là. Dépêche-toi, mec. Il fait froid. Lol.
Ce message, quelque chose en lui semblait décalé. Ça ne sonnait pas comme son ton habituel, mais je l'ai ignoré. Les nerfs te rendent parano. Quand j'ai atteint l'entrée du parc, le chemin semblait encore plus sombre que d'habitude. Les arbres formaient une canopée au-dessus, avalant la lumière du jour restante. La seule lumière venait d'un lampadaire cassé qui clignotait comme s'il était en train de mourir. Mon estomac s'est noué. J'ai tapé rapidement. Hey, le parc a l'air chelou. Je vais peut-être prendre le trottoir à la place. Mais avant que je puisse envoyer, un nouveau message est apparu. Ne sois pas un bébé. Je t'attends littéralement. Dépêche-toi. Mon pouce s'est figé. Léna ne parlait jamais comme ça. Jamais impolie. Jamais pressante. Ma poitrine s'est serrée. Pour la première fois, j'ai hésité. Puis elle a envoyé un autre message. Ryan, sérieusement, viens par le parc. Celui-là ne sonnait même pas humain. Pas de ton, pas de chaleur, juste plat comme un ordre. J'ai senti l'air changer. Les poils de mes bras se sont dressés. J'ai reculé de l'entrée du parc, observant les arbres qui oscillaient légèrement. Même si le vent était complètement calme, mon instinct hurlait « non ». Alors j'ai pris le long chemin, vite, marchant sur le trottoir au lieu de traverser l'obscurité. En marchant, j'ai vérifié l'appli à nouveau. Bloqué. Désapparié. Disparu. Mon estomac est tombé. Mon cœur battait si fort que j'avais la nausée. J'ai tapé son nom dans la recherche. Rien. Comme si son profil n'avait jamais existé. Une peur froide s'est répandue dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. Vraiment, vraiment pas. J'ai atteint le Drouet Social Club, toujours haletant. Les fenêtres étaient embuées, l'enseigne au néon clignotait en rouge. À l'intérieur, c'était chaud, bruyant et animé. J'ai scanné la pièce à la recherche de quelqu'un correspondant à ces photos. Rien. Pas de fille blonde aux cheveux en désordre. Pas d'appareil photo rétro autour de son cou. Pas d'yeux doux, juste des inconnus, excités, riant, buvant. Je me suis tenu près du comptoir, confus et embarrassé. Un barman m'a remarqué en train de regarder autour de moi. Il s'est approché, un grand gars, barbe épaisse, tapotant une serviette sur le comptoir. « Yo, mec », a-t-il dit. « Ça va ? T'as l'air d'être sur le point de faire un AVC. » J'ai forcé une respiration. Je suis censé rencontrer quelqu'un ici. Une fille nommée Léna, blonde, tatouage. Son visage a changé instantanément. Pas confus. Pas vide. Inquiet. Léna, a-t-il répété lentement. C'est quel nom de famille? Arrow. Il a fermé les yeux. Soupir profond. Écoute, mec, je sais pas comment te le dire. Ma gorge s'est serrée. Quoi? Il a baissé la voix. Une fille nommée Léna Arrow venait souvent ici, il y a 2 ans. Écoute, elle est morte, mec. Mon estomac est tombé. Quoi? Il a hoché la tête, l'expression lourde. Elle a été retrouvée près de Grand Park, tard dans la nuit. C'était moche, mec. Vraiment moche. Tout le quartier en a parlé pendant des mois. Mes genoux ont fléchi. Je dois confondre avec une autre personne, ai-je chuchoté. Il a secoué la tête. Non. Blonde, tatouage sur le bras, cheveux en désordre, voix douce. La même fille, mec. J'ai senti de la glace couler le long de ma colonne vertébrale. Elle rencontrait des mecs sur des applis de rencontres, a-t-il continué. Son cas n'a jamais été résolu. J'ai senti que j'allais m'évanouir. Et le plus flippant, a-t-il ajouté en se penchant. J'ai avalé ma salive. Quoi? Mec, t'es le 3e gars cette année qui vient ici en demandant après elle. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas cligné des yeux. Ça veut dire que quelqu'un utilise ces photos. Et qu'ils attirent les mecs de la même manière qu'elle est morte. Mon sang s'est glacé. Et tous les gars qui ont dit qu'elle leur avait envoyé des messages. A-t-il terminé? Ouais, ai-je chuchoté. Ils ont tous mentionné la même chose. Traverser Grand Park. J'ai reculé en titubant, m'agrippant à une table pour me stabiliser. Ma poitrine brûlait. Mon pouls tonnait dans mes oreilles. Quelqu'un avait voulu que je sois dans ce parc.
Ils voulaient que je sois seul dans le noir. Pas de témoin. Et quand je n'y suis pas allé, ils m'ont bloqué parce que le plan avait échoué. Le barman a touché mon épaule doucement. T'as besoin d'un trajet, mec? Je suis sérieux. Ne rentre pas seul. J'ai hoché la tête, engourdi, pendant qu'il appelait un VTC. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Des notifications clignotaient. Pas de Bumble, mais d'un numéro inconnu. Tu aurais dû traverser le parc. Un autre est arrivé quelques secondes plus tard. La prochaine fois, ne ignore pas les instructions. J'ai senti la pièce tourner. Un dernier message est arrivé. T'as eu de la chance ce soir, Ryan. Le barman a insisté pour attendre avec moi dehors jusqu'à ce que mon trajet arrive. Pendant tout ce temps, j'ai scanné la rue, chaque voiture garée, chaque silhouette passante. Quand je suis enfin rentré, j'ai verrouillé tout 2 fois, fermé tous les rideaux. Mais dormir? Oublie. Pendant des semaines, j'ai sursauté à chaque bruit. Chaque notification faisait monter ma tension artérielle. J'ai supprimé toutes les applis de rencontres, changé de numéro, déménagé 3 mois plus tard. Parce que la vérité, c'est que quelqu'un là-bas a les photos de Lena, son sourire, son visage, son identité. Et ils s'en servent pour chasser. Pas pour voler. Pas pour faire une blague. Pas pour humilier. Pour chasser. Et j'en ai été si près. Parfois, tard le soir, quand je rentre du travail ou que je marche seul, je le sens à nouveau. Ce frisson froid à la base de ma nuque. Cette sensation d'être observé. Comme si quelqu'un attendait une autre chance. Comme s'ils savaient que je m'en suis sorti une fois. Et qu'ils sont assez patients pour attendre une deuxième tentative. Je n'aurais jamais cru que la solitude puisse me rendre stupide. Mais c'est ce qu'elle a fait. J'avais 19 ans, et ça s'est passé quelques mois après mes 18 ans. Pendant cette période étrange de la vie où tu es techniquement un adulte, mais où tu n'as toujours aucune idée de ce que tu fais. Je venais d'emménager de Buffalo à Riverton Heights, un quartier du côté le plus calme de Jersey City, bien plus proche de Manhattan que tout ce que j'avais connu auparavant. Ma mère avait trouvé un travail dans un bureau de facturation médicale, et je vivais avec elle dans un appartement de 2 chambres au-dessus d'une laverie automatique. Tout l'immeuble sentait toujours le détergent chaud et l'encens bon marché. Les gens pensent toujours que je suis plus âgé que je ne le suis. Je mesure 1m93, je suis bâti comme un linebacker, et j'ai une barbe depuis la 8 années. Ouais, j'étais ce gamin. Celui à qui les gens demandaient, « T'es sûr que t'es pas un prof remplaçant ?» Ça ne me dérangeait pas. Parfois, avoir l'air plus âgé joue en ta faveur, surtout en matière de rencontres. Ce qui m'amène à la raison même de cette histoire. Ma copine m'avait quitté 3 semaines plus tôt, après 7 mois ensemble. Je ne pense pas que tu sois assez présent émotionnellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bordel? J'avais toujours répondu à ces messages, pour la plupart. J'étais brisé le cœur de cette manière silencieuse et embarrassante dont les mecs ne parlent pas. Mon meilleur pote 24 ans, qui travaille dans le bâtiment, ne cessait de me dire « Mec, remets-toi en selle. T'as l'air d'avoir 30 ans, personne ne te posera de questions. Télécharge Tinder, parle à une fille mignonne, arrête de broyer du noir. » J'ai résisté pendant 2 jours entiers. Puis j'ai craqué. Je ne cherchais pas l'amour. Je voulais une distraction. J'ai créé un profil Tinder avec mes vraies photos, mais j'ai mis mon âge à 23 ans au lieu de 18. Je me suis justifié en me disant « Je le fais, c'est tout. » Ce qui n'était pas un mensonge. Après quelques heures de swipe machinal, j'ai matché avec une fille nommée Lena Maraude. Ses photos étaient magnifiques, presque trop. Longs cheveux au burn, un piercing au nez, yeux noisettes, un style vintage grunge, le genre de fille qui écoutait des groupes indie que tu faisais semblant de connaître. Son profil disait qu'elle avait 22 ans, qu'elle vivait à Bayview, et qu'elle adorait les virées nocturnes dans les dîners et les documentaires bizarres. J'ai envoyé le premier message. Hey, Lena. Je m'attendais pas à matcher avec quelqu'un d'aussi canon. Lol, tais-toi. T'es mignon. J'aime les mecs qui ont l'air de pouvoir me soulever d'une main. Je me souviens que mon cœur a fait ce stupide bond de ado. Ben ouais, je peux faire ça, Lena. Alors viens demain. Ma coloc est partie. J'ai du vin. T'as l'air d'un mec à 20. À quelle heure ai-je tapé? 21h, je t'envoie l'adresse demain.
C'était une invitation. Une belle fille, un appartement vide. La recette exacte de ce que mon cerveau solitaire pensait dont j'avais besoin. Mais sous cette excitation, il y avait cette petite voix agaçante qui chuchotait, quelque chose cloche. Je l'ai ignoré. Le lendemain a traîné. J'ai fait les 100 pas dans l'appartement en faisant semblant de faire des pompes, en faisant semblant de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 4 minutes. À 19h, elle a enfin envoyé l'adresse. Un immeuble que je ne connaissais pas, sur une route appelée Crescent-Line, près de la partie industrielle de Bayview. 3 a accepté de me conduire. Je n'avais pas encore mon permis. Quand il s'est garé dans son vieux pick-up gris, il a baissé la vitre et dit « Yo, Roméo, t'es sûr de vouloir faire ça ? Ça a l'air chelou sur Maps. » Ça va aller, je lui ai dit. Elle est réelle. T'as vérifié ses réseaux? Non, mec. Mais je n'écoutais pas. La solitude te rend sourd. Il m'a déposé devant un immeuble en briques avec des lumières de couloir clignotantes visibles à travers les fenêtres. Toute la rue sentait le béton humide et l'essence. Avant que je ne descende, 3 a dit « Envoie-moi un message si elle essaie de te voler tes reins. Ferme-la. » Non, sérieusement. Si quelque chose est bizarre, appelle. Je suis à 10 minutes. Compris. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit et me suis dirigé vers l'entrée. Son appartement était le 3C. En me tenant devant sa porte, j'ai entendu des pas légers à l'intérieur. Un instant plus tard, une voix légère et légèrement rauque a dit « Attends ». La porte s'est ouverte. Et là, elle était. Lena, exactement comme sur les photos, sauf qu'elle était plus petite, peut-être un M57, vêtue d'une chemise à carreaux oversize et d'un jean déchiré. Elle m'a regardé et a souri. Putain, t'es grand. Et t'es réel. J'ai bafouillé, elle a ri en passant ses cheveux derrière son oreille. T'es adorable. Entre. Je suis entré. L'appartement était sombre, comme intentionnellement sombre. Une seule lampe brillait dans le coin. Tout le reste était plongé dans l'ombre. Elle a fermé la porte derrière moi. « Tu veux quelque chose à boire ?» a-t-elle demandé en se dirigeant vers une petite cuisine encombrée. J'ai secoué la tête. « Non, ça va. » Son sourire a légèrement tressailli. « T'es sûr ?» Son ton avait changé. Pas agacé. Plus insistant. « Vin, bière, eau, quelque chose. » Non, vraiment. Ça va. Son visage est tombé d'une manière qui a noué mon estomac, comme si elle était déçue ou irritée. Un petit avertissement froid a traversé ma poitrine. Elle est revenue vers moi, son expression douce à nouveau. Trop douce. « Détends-toi » a-t-elle dit. « T'as l'air nerveux. » Je suis pas nerveux. « T'es totalement nerveux » a-t-elle taquiné. « T'es géant, mais t'as une énergie de biche en ce moment. » J'ai forcé un rire, mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de photos sur les murs, pas de décoration, juste des espaces vides et des meubles dispersés comme si quelqu'un vivait ici seulement temporairement. J'ai essayé de faire abstraction, mais puis j'ai remarqué autre chose. Il y avait 2 verres déjà posés sur la table basse, tous 2 remplis d'un liquide rouge foncé. Elle les avait versés avant que j'arrive. « T'as versé ça avant ?» ai-je demandé. « Ouais » a-t-elle dit rapidement. Je me suis dit que tu voudrais quelque chose. Pourquoi 2, alors? Je veux dire, tu savais pas si j'allais venir. Elle a marqué une pause, un peu trop longue. Je savais que tu viendrais. Son ton était doux, mais les mots étaient tranchants. Mon cœur a cogné. J'avais besoin d'envoyer un message à 3. Mon instinct ne se taisait pas. Je peux utiliser tes toilettes? Bien sûr, a-t-elle dit immédiatement, presque trop empressée. C'est au fond du couloir. Je me suis dirigé vers la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai sorti mon téléphone. Yo, quelque chose cloche. Reviens, 3. Moins de détails. J'arrive. J'ai laissé échapper un souffle tremblant et levé la tête. C'est alors que je l'ai vu dans le reflet du miroir de la salle de bain. Une forme derrière le rideau de douche. Très immobile, trop grande pour être des bouteilles de shampoing, trop large pour être quelque chose de normal. J'ai figé. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Le rideau a bougé, juste un léger mouvement. Bonjour, ai-je chuchoté. Pas de réponse. J'ai reculé lentement.
Le rideau s'est ouvert d'un coup. Un homme a surgi, pas massif, mais compact, peut-être un M75, 77 kg, crâne rasé, yeux écarquillés comme s'il attendait ce moment. Putain, ai-je hurlé alors qu'il se ruait sur moi. On a percuté le lavabo. Une douleur a traversé mon épaule. Il a essayé d'attraper mon poignet, peut-être pour me retenir, peut-être pour pire, mais l'adrénaline est une sacrée drogue. Je l'ai repoussé avec mon avant-bras. Il a trébuché, mais n'est pas tombé. Puis il est revenu vers moi, plus vite. Il a balancé son poing. Ça m'a frôlé la mâchoire. Le choc m'a frappé comme une gifle. Il était fort, mais j'étais plus grand. Beaucoup plus grand. Je l'ai plaqué. On a trébuché dans la douche, renversant des bouteilles partout. « Arrête » a-t-il crié. « Pourquoi faire » ai-je hurlé en retour. Il a essayé de m'étrangler. Grosse erreur. J'ai arraché ses mains, attrapé son t-shirt et jeté mon poing en avant, le claquant contre les carreaux. Il a gémi. Je l'ai frappé 2 fois fort, sa prise s'est relâchée. Puis j'ai entendu un cri dans le couloir. « Léna !» Elle a fait irruption. « Qu'est-ce que tu fous » a-t-elle hurlé. « Tu lui fais mal. » Lui faire mal, ai-je crachoté. Il m'a attaqué. Elle a hurlé à nouveau, un son aigu et paniqué. J'ai couru devant elle, attrapé mon téléphone dans le lavabo et bondi hors de la salle de bain. J'ai sprinté dans le couloir et ouvert la porte d'entrée d'un coup. Dès que j'ai atteint le parking, le pick-up de 3 a dérapé en vue. Il s'est penché par la fenêtre, les yeux écarquillés. « Monte ! Monte !» Je me suis jeté à l'intérieur. « Putain, qu'est-ce qui s'est passé » a-t-il hurlé en accélérant. Y avait un mec. Dans la salle de bain. Il m'a attaqué. Elle m'a tendu un piège. Je te jure, mec. Je te jure. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. 3 me jetaient des regards. Mec, putain, t'es ok ? Non, ai-je chuchoté. Je crois vraiment pas. Pendant les 10 minutes suivantes, aucun de nous n'a parlé. Le monde entier semblait silencieux, comme si la partie de mon cerveau qui gère la peur avait disjoncté. Finalement, il a dit « On va à la police ». J'ai hoché la tête, fixant mes jointures éraflées. J'aurais pu mourir. Vraiment, sincèrement, j'aurais pu mourir. Au poste, j'ai tout montré aux officiers, les messages, son profil, l'adresse, les bleus qui se formaient sur ma mâchoire. Ils ont tout noté. Un des officiers, un homme fatigué avec une moustache qui ne correspondait pas à son visage, a dit « Donc, si je comprends bien, tu vas rencontrer une fille que t'as jamais vue dans un immeuble que t'as jamais vu, et il y a un mec qui se cache dans la salle de bain en t'attendant ?» Ouais. Et t'es mineur ? Ouais. Et t'as menti sur ton âge en disant que t'avais 23 ans ? J'en ai l'air, ai-je marmonné. Il a soupiré. Mon gars, tu sais combien de cas comme ça aboutissent à rien. Mon estomac est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas de caméra dans ce couloir. Pas de témoin. Pas de blessure assez grave pour des accusations d'agression. Et la fille peut prétendre qu'elle savait pas que le mec était là. Mais elle savait, ai-je dit. Je te jure qu'elle savait. Peut-être, a-t-il dit. Mais c'est ta parole contre la leur. Le désespoir m'a frappé comme un coup de poing. J'avais tout fait correctement. J'avais sauvegardé chaque message. Je m'étais défendu. Et pourtant, rien. L'officier m'a regardé longuement. T'as de la chance d'être sorti de là. Je le savais. Vraiment. Pendant des semaines, je n'ai pas pu dormir correctement. Chaque ombre ressemblait à quelqu'un qui se cachait. Chaque coup à la porte me faisait sursauter. Parfois, je me réveillais en sueur, convaincu que quelqu'un se tenait dans notre salle de bain. J'ai supprimé Tinder. En fait, j'ai supprimé chaque appli sociale que j'avais. Je n'ai rien dit à ma mère. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète ou, pire, qu'elle se blâme de notre déménagement ici. 3 me vérifiaient chaque jour. « Ça va ?» demandait-il. « Ouais, ça va. » Mais ce n'était pas vrai. Pas vraiment. Parce que la vérité était simple. Je n'étais pas censé m'en sortir. Pas si facilement. Peu importe ce qu'ils avaient prévu au vol, enlèvement, drogue, Dieu sait quoi, le plan était réel, et j'y avais marché droit.
Juste parce que j'étais seul, stupide, et désespéré de me sentir désiré ne serait-ce qu'une nuit. 2 mois plus tard, à 2h14 du matin, j'ai reçu une notification. Une demande de message d'un nom que je n'ai pas reconnu tout de suite. Harperlan, nouveau compte, pas de photo de profil. Le message disait, tu l'as frappé plus fort que tu ne le penses. Mon cœur s'est arrêté. Un autre message est arrivé immédiatement après. La prochaine fois, bois le vin. J'ai bloqué le compte si vite que j'ai failli fissurer mon écran. Mais les mots sont restés gravés dans mon esprit. Il n'était jamais censé y avoir une prochaine fois. Pas pour moi. Pas pour qui que ce soit. Je dis aux gens maintenant, amis, inconnus, quiconque veut bien écouter, ne rencontre jamais quelqu'un pour la première fois dans un endroit privé. Pas la nuit. Pas seul. Jamais. La solitude ne vaut pas la peine de jouer avec sa vie. Je l'ai appris à la dure. Et si partager ça empêche ne serait-ce qu'une personne de se retrouver dans une salle de bain avec un inconnu qui se jette sur elle, alors peut-être que ce cauchemar entier a un but. Je n'aurais jamais imaginé que télécharger une appli de rencontre juste pour m'amuser me traînerait dans l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. J'avais 26 ans à l'époque, je vivais seul dans un petit mais décent appartement sur Maple Row, une rue calme du côté ouest de Riverview City. Le genre d'endroit où les voisins se saluent poliment mais ne connaissent jamais vraiment les noms les uns des autres. Je travaillais dans une agence de marketing en centre-ville. Le genre de boulot où tu es constamment épuisé mais jamais vraiment accompli. Ma routine était toujours la même, travail, salle de sport, dîner rapide, Netflix, sommeil, répétition. Les rencontres n'étaient pas dans mon radar depuis longtemps. Ma dernière relation s'était terminée en une rupture chaotique qui m'avait rendu allergique à tout ce qui était même vaguement romantique. Mais un soir, après une longue journée et 2 verres de vin bon marché, la curiosité a pris le dessus. Tout le monde au travail ne parlait que des applis de rencontres Tinder, Hinge, Bumble comme si c'était des supermarchés pour humains. Je ne voulais pas acheter. Je voulais juste regarder. Un peu ivre et ennuyé, j'ai téléchargé Tinder. Je ne prévoyais pas de dater. Pas de parler. Pas de swiper à droite sur qui que ce soit. Je voulais juste voir à quoi ressemblait le monde maintenant. Les profils défilaient devant moi. Des mecs torse nu flexant devant leur miroir de salle de bain. Des mecs tenant des poissons pour une raison inconnue. Des mecs posant avec des voitures. Des mecs en lunettes de soleil à l'intérieur. Des selfies à la salle. Des selfies en randonnée. Des selfies avec des chiens. Des selfies avec des bébés. Mais pas mon enfant. Lol. J'ai ri, roulé des yeux, et continué à swiper à gauche. Au milieu de tout ça, un profil revenait sans cesse. Toujours le même gars, toujours la même expression. Chaque fois. Ride. Visage propre, peut-être fin vingtaine, légèrement en surpoids, casquette de baseball dans chaque photo, tenant un gobelet de café glacé dans une, debout près d'un camion dans une autre. Sa bio était juste une ligne, je cherche juste quelque chose de réel. Mignon en théorie, mais je n'étais pas intéressé. Swipe à gauche. Le lendemain, ride à nouveau. Swipe à gauche. Le lendemain, oui. Ride à nouveau. Mec, lâche l'affaire, ai-je dit à voix haute. Peut-être qu'il avait Tinder Gold. Ça n'avait pas d'importance. Je n'étais pas là pour matcher. J'ai fermé l'appli. L'ai oublié. Pensais que c'était tout. Mais la vie ne te prévient pas avant de commencer à se désagréger. Ça a commencé par quelque chose de petit, d'ignorable. J'étais en train de promener mon chien Lulu, mon minuscule Yorkie de 2 kg au complexe de Napoléon, au Riverside Park, un endroit si calme en semaine que même les canards se déplaçaient comme s'ils étaient fatigués. Lulu reniflait chaque feuille comme si elle résolvait des mystères mondiaux. Et puis je l'ai vu. Un gars marchait vers moi sur le chemin de gravier. Un visage familier. Je n'ai pas tout de suite fait le lien. En s'approchant, il a hoché la tête poliment. « Bonne soirée », a-t-il dit avec un léger accent du Midwest. J'ai hoché la tête en retour. « Salut ». Il m'a dépassé, a fait 5 pas, puis 10, et puis mon cerveau a fait tilt. C'est ride. Je me suis figé. Pas grave, me suis-je dit. Riverview n'est pas super petit, mais ce n'est pas non plus énorme. Les gens croisent des inconnus tout le temps.
ça ne veut rien dire. Mais quelque chose clochait. Il n'était pas habillé comme un gars qui vient au parc pour se détendre, jean, veste lourde, bottes clairement pas faites pour les sentiers de randonnée. Et il n'avait ni chien ni écouteur ni rien. Il marchait juste sans but, lentement, comme s'il attendait de croiser quelqu'un. J'ai secoué la tête, me suis dit que je dramatisais. Je suis rentré, j'ai nourri Lulu, j'ai dormi. Quelques jours plus tard, en sortant d'un dépanneur, devinez qui était au passage piéton? Reed. Il ne m'a pas vu, ou du moins je l'ai cru. Il se tenait là, les mains dans les poches de sa veste, se balançant légèrement sur ses talons, regardant autour de lui comme s'il scannait des visages. Mon estomac s'est noué. Quelles sont les chances? J'ai remonté ma capuche et marché dans la direction opposée, faisant semblant de répondre à un appel. Une semaine plus tard, ça s'est reproduit. Et encore. À la station-service. Près de mon bâtiment de travail. Dehors devant une épicerie. Toujours à une certaine distance, toujours en train de regarder quelque chose, toujours seul. Ce n'était plus une coïncidence. C'était trop de fois, trop proche, trop systématique. J'ai arrêté de sortir sauf si c'était nécessaire. J'ai commencé à me sentir observé dans mon propre quartier. Mais rien, absolument rien, ne m'a préparé à la nuit où tout a changé. Il était tard, vers minuit 45. Je me brossais les dents. Lulu ronflait déjà sur mon lit comme une petite tronçonneuse. J'avais laissé les rideaux légèrement ouverts parce que j'aimais la lumière des réverbères qui filtraient. Mauvaise décision. En rinçant ma bouche, j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de ma chambre. 2 yeux me fixaient. Des yeux humains, grands, immobiles, juste là, à la fenêtre de mon appartement au 2e étage. Pendant une seconde entière, je n'ai pas pu respirer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. Mon cerveau s'est figé. Puis on a fait contact visuel. Les yeux se sont écarquillés, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je le voie. Et puis, instantanément, le visage a disparu, s'est retiré brusquement, comme si quelqu'un l'avait tiré en arrière. Mon cœur a cogné contre mes côtes. J'ai couru vers la fenêtre, les mains tremblant de manière incontrôlable, et j'ai regardé dehors juste à temps pour voir un homme sprinter entre les haies. La silhouette n'était pas claire, mais la carrure, la démarche, tout pointait vers une seule personne. Reed. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. J'ai attrapé Lulu, mon téléphone, ma veste, tout. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber le téléphone 2 fois avant de composer le 911. La dispatcherie était calme. Moi, non. Madame, la personne est-elle toujours dehors? Non, il a couru. Il a couru. Je ne sais pas où il est allé. Oh mon Dieu. Verrouillez toutes vos portes. Restez à l'intérieur. Les officiers sont en route. Quand la police est arrivée, je tremblais encore. 2 officiers, un homme plus âgé nommé l'officier Kellen, une femme plus jeune nommée l'officier Mera, m'ont fait visiter l'appartement. Mera a vérifié la fenêtre. 2e étage, a-t-elle marmonné. Soit il a grimpé au tuyau de descente, soit il a utilisé la clôture pour se hisser. C'est un effort. C'est planifié. Kellen m'a demandé, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous observer? Un ex-petit ami, un ancien collègue. Non, personne. Je ne sors même pas avec quelqu'un. Avez-vous remarqué quelqu'un qui vous suivait? J'ai hésité. Puis tout est sorti, le parc, le passage piéton, la station-service, l'épicerie. C'est qui, son nom, a demandé Kellen. Je ne le connais pas vraiment. J'ai avalé ma salive. C'est quelqu'un de Tinder. Kellen a levé un sourcil. Vous avez matché? Non, je n'ai jamais sweepé à droite. Je voyais juste son profil apparaître souvent. Vous avez encore l'appli? J'ai hoché la tête. Mera a dit, ouvrez-la. Montrez-nous son profil. Mon pouce a survolé l'écran. Je me sentais nauséeux. L'appli s'est ouverte. Swipe à gauche. Un autre visage. Swipe à gauche. Un autre. Swipe. Swipe. Mon estomac est tombé. Il était là. Même casquette. Même camion derrière lui. Même expression vide. Reed. C'est lui, ai-je chuchoté.
Mera a noté le nom. Quel est son nom complet? Tinder ne montre pas les noms complets à moins de matcher. Kellen a marmonné. Génial. Ils m'ont fait rester chez une amie cette nuit-là, ma collègue Aubrey, qui vivait à 10 minutes. Lulu a dormi blotti contre ma poitrine. Je n'ai pas fermé l'œil. Le lendemain matin, je suis allé au poste de police de Riverview pour déposer une plainte officielle. L'enquêteur qui m'a été assigné, le détective Ronan Haye, robuste et calme comme s'il vivait de café noir et de manque de sommeil, a écouté attentivement. « Vous avez fait ce qu'il fallait en nous appelant tout de suite ?» a-t-il dit. « On va prendre ça au sérieux. » Il m'a demandé chaque détail, chaque endroit où j'avais vu Reed, chaque fois où je m'étais senti observé, chaque élan d'instinct que j'avais ignoré. Quand j'ai terminé, Ronan s'est penché en arrière dans sa chaise. « Ce n'est pas aléatoire. Les stalkers n'escaladent pas aussi vite à moins qu'ils ne ressentent une sorte de connexion. Je ne lui ai jamais parlé, ai-je insisté. Jamais liqué une photo. Rien. Ça n'a pas d'importance, a-t-il dit. Certains hommes se construisent des fantasmes entiers à partir d'un simple regard. Ou même d'un regard imaginé. Il a arrangé une ordonnance restrictive, m'a averti de ne pas marcher seul, m'a dit de changer mes trajets, a déclaré qu'il contacterait Tinder pour obtenir ses infos. Je voulais croire que c'était fini, mais l'horreur ne s'estompe pas juste parce que des papiers disent qu'elle le devrait. 2 nuits plus tard, j'ai entendu des pas derrière mon immeuble. Pas quelqu'un qui marchait, quelqu'un qui faisait les 100 pas, avant, arrière, lent, délibéré. Je me suis figé sur mon canapé. Les oreilles de Lulu se sont dressées, puis un sifflement lent et traînard a flotté de l'extérieur. Un sifflement lent, moqueur. Une note longue. Pause. Une autre. Mon sang s'est glacé. J'ai composé le numéro de Ronan. Il a décroché instantanément. Détective Haye. Il est là, ai-je chuchoté. Il est ici. Verrouillez vos portes. Ne vous approchez pas des fenêtres. J'envoie une unité. Je me suis accroupi derrière mon comptoir de cuisine, serrant Lulu, essayant de ne pas pleurer. Le sifflement a continué, et continué, comme s'il savait exactement où je me cachais. Les sirènes ont finalement approché. Le sifflement s'est arrêté, des pas courants. Quand les officiers ont vérifié la zone, ils n'ont trouvé que des empreintes de pas dans la boue près de ma fenêtre. Il était là. À regarder. À attendre. Le lendemain matin, Ronan m'a appelé au poste. Ils avaient trouvé Reed. Vrai nom, Reed Virgil Larson. 28 ans. Pas de casier judiciaire. Travail irrégulier. Déménageait souvent. Isolement social signalé. Et oui, il a admis avoir été près de mon bâtiment. Son explication? Elle ne faisait que me regarder sur Tinder. Je pensais qu'elle voulait que je le fasse. Je me suis senti malade. Je n'ai jamais sweepé sur lui. Ronan a hoché la tête. On sait. Mais dans son esprit, il s'est inventé une histoire. Vous étiez le personnage principal et il s'estimait en droit de jouer le jeu. Reed a été averti. Ordonnance restrictive servie. Dossier documenté. Mais l'esprit humain n'est pas une appli que tu peux supprimer. Les stalkers ne disparaissent pas parce qu'un juge l'a dit. 2 semaines de calme sont passées. 2 semaines de paix factice. 2 semaines où je me suis convaincu que j'étais en sécurité. Puis, une nuit, vers 3 heures, Lulu a aboyé frénétiquement. Pas son aboiement de jeu, pas son aboiement agacé, son aboiement de panique. J'ai ouvert les yeux et je l'ai entendu. Le clic métallique inconfondable de la poignée de ma porte arrière qui tournait. Mon corps s'est raidi. Arrête. Arrête. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. J'ai composé le 911 à nouveau. La dispatcherie est restée en ligne. Restez en ligne avec moi, madame. Les officiers seront là dans 2 minutes. Allez dans un endroit sûr. J'ai rampé dans mon placard de chambre, fermant la porte silencieusement. Serrant Lulu si fort qu'elle a gémi. Puis boum. La porte arrière s'est ouverte violemment. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour étouffer un cri. Des bottes lourdes sont entrées dans l'appartement. Pas pressé. 1, 2, 3 allant plus profondément à l'intérieur. Puis une voix. Basse, haletante, souriant à travers les syllabes. Danny,
je sais que t'es là. » Mon cœur a presque explosé. Il connaissait mon surnom. Je n'avais jamais donné mon surnom sur Tinder. Je n'avais jamais donné mon surnom à qui que ce soit publiquement. Comment il savait? Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Lulu tremblait contre ma poitrine. Des pas se sont approchés de la chambre. Il a secoué la poignée, a gloussé doucement. « Tu me regardais toujours. Arrête de mentir. » Des larmes coulaient silencieusement sur mon visage. Il a poussé la porte de la chambre. La porte de mon placard était la seule barrière entre nous. Je pouvais l'entendre respirer de l'autre côté. Lourd. Excité. Délirant. Juste au moment où sa main a touché la poignée de la porte du placard, des sirènes ont retenti à l'extérieur. Il s'est enfui. Les officiers ont envahi le bâtiment. J'ai jailli du placard, sanglotant de manière incontrôlable alors que Ronan sprintait vers moi, attrapant mes épaules. « Il est parti », a dit Ronan. Mais on l'aura. Il connaissait mon surnom. Comment? Ronan a serré la mâchoire. Il vous observait depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Cette nuit-là a tout changé. J'ai déménagé, j'ai vécu chez Aubrey pendant un mois, j'ai commencé une thérapie, j'ai quitté Tinder, j'ai quitté les rencontres, j'ai quitté le sommeil sans que toutes les lumières soient allumées. Reed a été arrêté 3 semaines plus tard en essayant de forcer l'entrée dans l'appartement d'une autre femme de l'autre côté de la ville. Il est en détention maintenant. Ordonnance restrictive renforcée. Dossier en attente. Mais le trauma n'obéit pas au système juridique. Même maintenant, 1 an plus tard, je vérifie toujours mes verrous 3 fois. J'évite toujours de marcher seul. Je sens toujours mon rythme cardiaque s'emballer quand quelqu'un me regarde trop longtemps. Les applis de rencontre? Plus jamais. Parfois, tard dans la nuit, quand le vent secoue ma fenêtre, j'entends à nouveau ce sifflement. Fin. Froid. S'étirant à travers le silence comme un fantôme de la peur. Je ne peux pas désapprendre. Je me dis que je suis en sécurité maintenant. Je me dis que c'est fini. Je me dis qu'il ne peut plus me faire de mal. Mais le trauma a une mémoire longue. Et moi aussi. Je n'aurais jamais cru que la solitude puisse rendre un homme aveugle. Mais en regardant tout ça maintenant, je vois à quel point j'avais sombré. Quand j'ai eu 30 ans, je vivais dans un petit appartement surévalué à Ridgefield Heights, un quartier calme et délabré en périphérie de Cleveland, Ohio. J'y avais emménagé après ma rupture 2 ans plus tôt. Et quelque part en chemin, je m'étais convaincu que j'allais bien. Mais ce n'était pas le cas. Pas du tout. Je travaillais dans un service d'assistance informatique dans un bureau d'assurance de taille moyenne. Le genre de boulot où les gens ne se souviennent de ton nom que quand leurs imprimantes tombent en panne. Je passais mes journées à réinitialiser des mots de passe et à faire semblant de ne pas entendre les gens chuchoter, ce gars silencieux, quand je passais devant leur box. En dehors du travail, je n'avais pas vraiment de vie. Je n'étais pas sociable. Je ne l'avais jamais été. Les bars bondés, la musique forte, les fêtes, ces choses m'épuisaient toujours. Même adolescent, j'étais le gamin qui quittait les balles de promoto et évitait les photos de groupe. Les rencontres étaient compliquées. Ou plutôt, impossibles. Ce n'était pas que je me trouvais moche, je ne l'étais pas. J'étais grand, en bonne forme, et les gens disaient toujours que j'avais des yeux gentils. Mais quand il s'agissait de parler, de flirter, ou de montrer de l'intérêt sans avoir l'air de lire un script, j'échouais misérablement. Alors, quand une pub pour « Rencontre de vrais célibataires près de chez toi » est apparue un vendredi soir solitaire, j'ai cédé. J'ai téléchargé Ad5, une appli de rencontre moins connue que mes collègues disaient moins flippante que Tinder, bien que je n'en sois pas convaincu. J'ai quand même créé un profil. J'ai pris de nouvelles photos. J'ai rempli les prompts. Je me suis dit que j'allais essayer. Je ne m'attendais à rien. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, quelque chose s'est produit. Une femme nommée Léora a matché avec moi. Sa photo de profil ressemblait à de la lumière du soleil en forme humaine. Longs cheveux bouclés, sourire chaleureux, yeux couleur miel. Le genre de femme qui semblait tellement hors de ma ligue que ça en avait l'air d'une arnaque. Sa bio disait qu'elle avait 27 ans, qu'elle adorait les films vintage, qu'elle travaillait comme graphiste freelance, et qu'elle vivait juste de l'autre côté de la ville. Je me souviens d'avoir fixé sa photo pendant 1 minute entière avant de lui envoyer le message le plus bête et le plus sec qui soit.
Hey, ravi de te rencontrer ici. J'ai grimacé. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a répondu. Ah, ça sonnait adorable. Qu'est-ce qu'il y a, adorable? Première fois qu'une femme utilisait ce mot pour moi. On a parlé chaque nuit pendant des heures, et elle était parfaite. Drôle, intelligente, sarcastique, avec cette façon de taper qui donnait l'impression qu'elle riait entre les messages. Quand elle envoyait des notes vocales, sa voix était douce et chaude, avec une légère intonation du Midwest qui m'a immédiatement mis à l'aise. Pendant 2 semaines, j'ai vécu pour ces conversations nocturnes. Elle m'appelait Cal, même si mon nom est Callum, et chaque fois qu'elle le disait, quelque chose dans ma poitrine se réchauffait. Puis, une nuit vers 23h30, elle a envoyé. Hey, tu veux passer ce soir? Je sais que c'est soudain, mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, lol. Mon estomac est tombé. Rencontré en personne. Enfin. Bien sûr, un dîner quelque part, ai-je tapé. En fait, ça te dérange de juste venir chez moi? Je déteste les restaurants. Trop bruyant. Trop de monde. Je préfère juste traîner ici. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Une femme magnifique invitant un gars qu'elle n'avait jamais rencontré chez elle tard le soir. Sans hésitation. Mais la solitude rend stupide. J'ai dit oui. Elle m'a envoyé son adresse, un endroit appelé Pinolow Drive, près d'une rangée de vieilles maisons construites avant 1972. J'y suis arrivé en bus vers minuit 10. Le quartier était calme d'une manière qui ne me plaisait pas. Pas de lumière de Porsche, pas de réverbère en marche, juste ces longues étendues d'ombre entre des maisons vieillissantes. L'adresse de Leora m'a mené à une petite maison d'un étage avec un revêtement vert délavé et une lumière de Porsche qui clignotait comme une luciole mourante. Ça ne peut pas être ça, ai-je marmonné pour moi-même. Je lui ai envoyé un message, hey, je suis là. T'es sûr que c'est ton endroit? Réponse immédiate, ouais, le garage est ouvert un peu. Entre par là. La serrure de devant est cassée. J'ai avalé ma salive, me suis dirigé vers le garage. La porte principale était entr'ouverte. Pas complètement, juste assez pour qu'on puisse se faufiler en se baissant. À l'intérieur, une seule ampoule clignotait au-dessus d'une pièce encombrée. Pas de voiture. Des boîtes de stockage partout. J'ai hésité. Hey, Leora, ai-je appelé doucement. Pas de réponse. Je me suis accroupi, me suis glissé sous l'ouverture, et suis entré. Mes yeux se sont ajustés. Puis j'ai figé. Un homme en capuche sombre et masque noir se tenait de l'autre côté du garage, tenant un couteau. Nos regards se sont croisés pendant une respiration. Juste une. Le monde s'est arrêté. Puis il a sprinté vers moi. Hey, non, recule, ai-je crié en trébuchant en arrière. La porte du garage a soudainement tremblé et a commencé à se fermer toute seule, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de fermeture automatique. Je me suis jeté sur le béton, et roulé dehors sous la porte, me suis éraflé l'épaule, et me suis relevé d'un bond. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai sprinté, j'ai vraiment sprinté dans la rue, au coin, passé une rangée de maisons jusqu'à ce que je vois un Waffle Junction 24/7/7 briller comme une salvation. L'endroit était animé, des familles riaient dans les box, des étudiants faisaient leurs devoirs, l'odeur du sirop flottait dans l'air. Je me suis précipité à l'intérieur, la poitrine en feu, la vision trouble. J'ai pris la banquette du fond, les mains tremblantes, l'adrénaline inondant mes veines. Une serveuse, peut-être dans la quarantaine avec des yeux fatigués, s'est approchée. « Ça va, chérie? T'as l'air d'avoir couru comme si t'avais le diable à tes trousses. » Je pouvais à peine respirer. « Juste de l'eau, s'il te plaît. » Elle a hoché la tête lentement, me regardant plus longtemps que la normale. Quand elle est partie, j'ai enfoui mon visage dans mes mains. La honte, froide et lourde, m'a enveloppé. J'ai pensé à appeler la police. Je ne l'ai pas fait. En partie parce que je ne voulais pas que la police regarde mon téléphone et voie l'appli de rencontre, les messages, mon désespoir. J'imaginais le détective sourire, les blagues chuchotées dans mon dos. Un gars qui croit rencontrer une fille. Failli se faire agresser. Classique. Et en partie parce que je ne voulais pas que le sourire chaleureux de Leora, ses yeux gentils, soit un mensonge. Je ne voulais pas croire que j'étais aussi crédule. Alors j'ai supprimé l'appli, bloqué le numéro, juré que j'oublierais. Pendant des mois, j'ai fait semblant.
La vie est revenue à sa monotonie. Mais puis, 1 an plus tard, j'étais chez mes parents pour le dîner, et la télé était allumée en fond. Un présentateur parlait avec urgence. La police enquête sur ce qu'elle croit être une attaque ciblée impliquant un piège sur une appli de rencontre. Un homme de 29 ans a été attiré dans une résidence sur Pinolo Drive. Ma fourchette a glissé de ma main et s'est écrasée sur l'assiette. Mon cœur s'est contracté douloureusement. Le présentateur a continué. La victime a été retrouvée dans le garage. Les autorités pensent que l'individu derrière l'attaque a pu utiliser un faux profil féminin pour l'attirer. Je me suis senti malade. Ma mère a dit quelque chose, mais sa voix semblait sous l'eau. La pièce tournait. Les souvenirs m'ont frappé comme des coups de poing. Sa voix. Ses messages. Ce sourire parfait. Aucun n'était réel. J'ai réalisé alors que si j'étais allé à la police cette nuit-là, si j'avais avalé ma fierté, ma peur du jugement, quelqu'un d'autre serait peut-être encore en vie. Pendant des semaines, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'homme masqué courir vers moi. J'entendais la porte du garage se fermer derrière moi. Je voyais l'enseigne lumineuse du Waffle Junction. Mais pire, j'entendais la voix imaginée de l'homme qui est mort. Un inconnu. Quelqu'un qui est tombé dans le même piège que j'ai évité. Quelqu'un qui ne s'en est pas sorti. Et la culpabilité, mon Dieu, la culpabilité m'a écrasé. Une nuit, incapable de dormir, je suis retourné à Pinolo Drive. Je me suis garé à 2 maisons de cette même maison pitoyable. L'endroit était maintenant condamné. Un panneau, accès interdit, enquête en cours, pendait de travers sur le porche. Je suis resté assis dans la voiture, serrant le volant si fort que mes jointures ont blanchi. J'aurais pu arrêter ça, ai-je chuchoté à personne. Des voitures passaient derrière moi. Un chien a aboyé quelque part dans la rue. Mais à ce moment-là, il semblait que le monde entier était silencieux. Et dans ce silence, j'ai accepté quelque chose que j'avais fui pendant 1 an. Ce n'est pas la solitude qui a failli me tuer. C'était l'orgueil. La peur d'être jugé. La peur de paraître stupide. La peur d'admettre que j'avais besoin d'aide. Mais la vie ne donne pas de deuxième chance. Un homme est mort et je porterai ce poids jusqu'au jour de ma mort. Même maintenant, quand des applis de rencontre apparaissent sur mon téléphone ou que des collègues plaisantent sur les catfish, je sens un frisson froid glisser le long de ma colonne vertébrale. Les gens pensent que l'horreur, ce sont les fantômes, les monstres, les tueurs qui rôdent dans l'ombre. Ils ont tort. L'horreur, c'est de réaliser que tu as survécu à quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas survécu, et de savoir que tu aurais pu l'arrêter. L'horreur, c'est la culpabilité qui ne te quitte jamais. L'horreur, c'est le souvenir d'une porte de garage qui se ferme derrière toi et la connaissance qu'une autre personne n'a pas été assez rapide. Épilogue. Je vous ai raconté ces histoires ce soir non pas pour vous effrayer, mais pour vous rappeler une chose, la solitude est un poids, mais elle ne doit jamais vous aveugler. Les applis de rencontres, les rencontres en ligne, les inconnus qui semblent trop beaux pour être vrais, et écoutez toujours votre instinct. Si quelque chose semble trop parfait, trop facile, trop rapide, c'est probablement un piège. Et surtout, vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un prêt à tendre la main. Il suffit de demander. Bonne nuit, chers auditeurs. Dormez bien. Et n'oubliez pas, vous méritez d'être en sécurité. Toujours.